Dans cette formation VBA Excel, nous poursuivons la construction de l'application de gestion et de facturation des clients. Grâce au développement précédent, nous pouvons maintenant récupérer les informations d'un client et d'un article spécifié. Désormais, pour le client désigné, nous souhaitons construire la commande en ajoutant tour à tour les articles achetés avec leur quantité. Pour poursuivre ces travaux, il est naturellement nécessaire de tout d'abord réceptionner les précédents et derniers indices. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le savez, la sécurité se déclenche au démarrage, neutralisant le code VBA. Il est donc nécessaire d'enregistrer ce classeur, de le fermer, puis de le rouvrir pour qu'il soit reconnu comme une source fiable. Nous pouvons désormais poursuivre les développements. Nous le disions donc, au choix d'un identifiant client avec la première liste déroulante, toutes les informations attachées sont importées dans les zones prévues à cet effet dans le premier cadre. Le client à facturer est ainsi désigné. De même, au choix d'une référence dans la seconde liste déroulante, toutes les données du produit sont restituées dans les zones du second cadre. L'opérateur doit donc indiquer une quantité achetée en cellule I7. Ensuite, il doit cliquer sur le bouton plus comme. Un code VBA doit se charger d'alimenter la commande en fonction de ces informations à partir de la ligne 11 de la feuille facture. Mais encore faut-il que la quantité renseignée soit considérée comme valide, et nous proposons d'effectuer ce contrôle en amont par les fonctionnalités Excel. La quantité est forcément un nombre entier positif. La fonction Excel enum est préconisée pour tester la valeur de la cellule. Mais les nombres décimaux sont bien sûr proscrits. Donc la fonction trouve doit intervenir pour déceler la présence potentielle d'une virgule. De plus, la quantité achetée doit nécessairement être inférieure à la quantité en stock, rappelée en cellule J5. Un test d'inégalité doit donc être effectué. Et pour recouper et énumérer toutes ces conditions, la fonction Excel est nécessaire. Eh bien, pour débuter ce contrôle de validité, tout d'abord, je vous propose de sélectionner la case de la quantité sur la cellule I7. Et en haut de la fenêtre Excel, nous allons activer l'onglet Données pour accéder à son ruban. Et dans la section Outils de données de ce ruban, nous allons ensuite cliquer sur le bouton Validation de données. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, et plus précisément dans la zone autorisée, comme la règle est tout à fait spécifique, nous allons choisir la catégorie personnalisée. Et puis, nous allons cliquer dans la zone formule pour remplacer la proposition effectuée par défaut en l'initiant grâce au symbole égal, suivi de la fonction et pour énumérer tous ces critères dont nous parlions, d'une parenthèse donc, et il s'agit de tester premièrement la cellule I7 pour savoir si elle est numérique. C'est pourquoi nous employons la fonction enum que nous avons évoquée, à laquelle nous passons en paramètre la cellule de la quantité. Nous fermons la parenthèse de cette fonction enum. L'objectif est de savoir si le retour fourni par cette fonction vaut vrai, c'est un booléen. Si cette fonction retourne la valeur vraie, elle indique donc que la donnée inscrite en cellule I7 est bien numérique. Point virgule. Dans le même temps, fort logiquement, nous devons nous assurer que cette cellule I7 est nécessairement strictement positive, car nous n'allons pas ajouter les articles achetés avec une quantité 0. Cela n'a pas de sens. Ensuite, nous poursuivons l'énumération des conditions à recouper, et comme nous le disions, la fonction enum, pour par exemple le nombre 7,5, va retourner vrai, indiquant qu'il s'agit bien d'une valeur numérique. Mais une quantité est forcément un nombre entier. C'est pourquoi nous devons exploiter la fonction trouve pour chercher la virgule dans la cellule. Sauf que si elle ne la trouve pas, elle va renvoyer une erreur. C'est pourquoi nous l'imbriquons tout d'abord dans la fonction est-erreur. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est précisément qu'elle retourne une erreur. Pour tester effectivement le résultat de la recherche grâce à la fonction trouve, à laquelle nous passons en premier paramètre le texte, l'occurrence à chercher. Ici, il s'agit de la virgule, point virgule à quel endroit? Eh bien, dans la cellule de la quantité, soit la cellule I7. Et donc, si cette fonction trouve
retourne une erreur, cela signifie que la condition est validée puisque la décimale n'a pas été trouvée. Nous fermons la parenthèse de la fonction trouve, nous fermons la parenthèse de la fonction est-erreur, et enfin, dernier critère, point virgule, donc pour poursuivre l'énumération, comme nous le disions, nous devons nous assurer que cette quantité est bien inférieure ou égale au stock, car le cas échéant, nous ne serions pas capables d'honorer la commande du client. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et qui englobe l'ensemble de ces conditions ainsi énumérées. Je vous propose donc de valider cette règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et, en cellule I7, de taper volontairement une donnée erronée comme par exemple un nombre décimal 7,5 et de valider pourquoi pas avec la touche entrée du clavier. Comme vous le voyez, la sécurité est en place, la saisie est refusée, elle doit nécessairement être corrigée. Il en va de même pour un texte, une quantité nulle ou encore supérieure au stock. D'ailleurs, pour preuve, si nous tapions 6, vous voyez que Excel refuse l'inscription de cette information. En revanche, si nous tapons le chiffre 2 et que nous validons cette fois, la saisie est autorisée. Bref, le code VBA saura que si une donnée existe en cellule I7, la cellule de la quantité, c'est qu'elle a été validée. Le traitement d'ajout des articles doit donc être enclenché au clic sur le bouton plus comme. Mais avant cela, une variable publique supplémentaire est nécessaire. Elle est destinée à mémoriser le total hors taxe de la commande consolidée. C'est pourquoi je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin, comme vous le savez, de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons réactiver la feuille de code associée à notre feuille facture, celle de la commande, pour ajouter dans les déclarations de variables publiques, donc juste en dessous de cette ligne, notre variable que nous nommons arbitrairement mais explicitement comme toujours, THT pour total hors taxe, comme un single, c'est-à-dire un réel simple, une variable capable de gérer les décimales. Dès lors, nous pouvons enregistrer les modifications et je vous invite à revenir dans la foulée sur la feuille facture. Cette fois, nous allons activer le ruban développeur et puis nous allons cliquer sur le bouton mode création pour basculer en conception des contrôles ActiveX qui sont posés sur cette feuille. Je vous propose désormais de double-cliquer sur le bouton plus comme. De fait, nous basculons de nouveau dans l'éditeur Visual Basic Excel, mais cette fois, comme vous le voyez, entre les bornes de la procédure événementielle, ajouter un underscore click. Son code VBA se déclenchera donc au clic sur le bouton plus comme. Entre les bornes de cette procédure, nous allons commencer par ajouter les déclarations et initialisations nécessaires. Tout d'abord, nous avons besoin de parcourir les lignes de la base de données à la recherche de la référence désignée. C'est pourquoi je vous propose de déclarer une variable que nous nommons la ligne et fort naturellement que nous typons comme un entier, soit un integer. Nous pourrions certes récupérer plutôt les informations restituées dans les zones de saisie du second cadre, sauf que certaines d'entre elles sont tronquées, c'est à vous de voir. Ici, nous choisissons de refaire la procédure du traitement récursif permettant de parcourir les informations de la base de données pour restituer les données complètes. Donc, je retourne dans l'éditeur de code VBA Excel et puis nous poursuivons la déclaration de nos variables locales. Nous avons besoin d'une variable pour calculer le prix unitaire hors taxe par ligne, c'est-à-dire par article, en fonction de la quantité achetée et du prix unitaire de l'article. Et puis, nous allons mémoriser aussi, dans une variable que nous nommons la quantité, et donc que nous typons comme un entier court, as byte, cela signifie que le client peut acheter jusqu'à 255 articles, nous avons de la marge, l'information sur la quantité saisie par l'opérateur. Avant d'initier le traitement, nous devons nous assurer que les informations requises ont bien été renseignées. Un client doit être désigné, un code article doit être spécifié, et la cellule de la quantité doit être renseignée, car comme nous l'avons dit, à partir du moment où elle était renseignée, c'est que la règle de validité a accepté cette information. Il s'agit donc d'un triple critère dans une instruction conditionnelle. Nous devons nous assurer que l'information issue de notre liste déroulante, la première, souvenez-vous, qui se nomme ID, point value
pour réceptionner la valeur active est bien différente de guillemets. En d'autres termes, cela signifie qu'un identifiant client est bien spécifié. Dans le même temps, nous devons nous assurer que la référence, un code article, est bien désigné dans la seconde liste déroulante qui se nomme ref, propriété value, pour réceptionner la donnée sélectionnée, donc différente de guillemets, et enfin, dans le même temps, que l'information en cellule i7, soit la cellule de la quantité, range i7.value, encore une fois, la propriété pour accéder à son contenu, est bien différente de guillemets, ce qui signifie qu'une quantité est bien définie. Dans ces conditions, effectivement, nous pouvons enclencher le traitement. Nous n'oublions pas, bien entendu, comme toujours, de borner tout de suite notre instruction conditionnelle. Dès lors, nous pouvons commencer par initialiser notre variable de ligne. Je vous rappelle que la base de données de la feuille catalogue, pour les références articles, débute à partir de la ligne 3, donc nous fixons notre variable locale, la ligne, sur cet indice. Souvenez-vous, nous avions déclaré une variable publique qui se nomme ligne. Cette variable publique est la variable qui va porter l'indice de ligne permettant d'alimenter la commande des articles achetés les uns en dessous des autres. Et c'est ainsi que naturellement elle sera incrémentée. Nous devons nous assurer qu'entre-temps elle n'a pas été réinitialisée à 0. Donc, eh bien, nous faisons un petit test d'usage. Si cette variable vaut 0, nous allons tout simplement la recaler sur le premier indice de ligne pour débuter l'implémentation de la commande, soit l'indice 11. Nous l'avons évoqué en préambule de cette formation, effectivement. Eh bien, cette implémentation doit bien débuter à partir de cette ligne, et plus précisément en colonne B pour la référence, et puis en colonne C pour la désignation, etc. Bref, poursuivons. Dans la foulée, puisque nous avons enclenché le traitement lorsque les trois critères sont vrais, nous devons parcourir la base de données située sur la feuille catalogue à la recherche de cette référence à partir de la ligne 3 en colonne B, de cette référence qui est sélectionnée dans la liste déroulante qui, je vous le rappelle, se nomme ref. C'est pourquoi nous enclenchons fort naturellement une boucle, en l'occurrence ici une boucle do while. Nous pointons grâce à l'objet sheets sur la feuille catalogue car le code que nous sommes en train d'écrire est attaché naturellement à la feuille facture. Comme nous pointons sur une feuille externe, eh bien, nous la stipulons en préfixe, et dans la hiérarchie, nous pouvons descendre les objets pour atteindre les cellules par l'objet cells, je vais trop vite, donc, afin de pointer sur un indice de ligne et un indice de colonne précis. L'indice de ligne est celui qui est en cours d'analyse, qui va être incrémenté, qui est initialisé à partir de la première ligne de la base de données, c'est-à-dire la ligne 3, mémorisée sous le nom de variable la ligne. Les références se trouvent en colonne B, soit indice 2, point value pour analyser le contenu de cette cellule de la base de données. Est-ce que ce contenu est différent de la référence qui est désignée par le biais de la liste déroulante? Eh bien, tant que ces références, ces codes articles sont différents, nous devons poursuivre l'analyse de la base de données à la recherche enfin de la bonne référence, celle qui nous intéresse, pour rapatrier les informations attachées afin d'implémenter la commande. À chaque passage dans cette boucle, eh bien, nous allons incrémenter notre variable, la ligne, pour poursuivre l'analyse sur la ligne suivante de la base de données, la ligne égale la ligne plus 1. Dès que le critère va devenir vrai, c'est-à-dire que la référence sera trouvée, la boucle va arrêter son traitement, nous allons nous retrouver en dehors avec le bon indice de ligne, c'est-à-dire celui de la référence dont il s'agit d'importer les données. Néanmoins, nous allons ajouter un garde-fou si d'aventure une anomalie se déclenchait. Il pourrait s'agir d'une référence introuvable, ce qui paraît illogique dans la mesure où toutes les références désignées sont issues de la liste déroulante qui elle-même se nourrit de la base de données. Bref, une sécurité supplémentaire n'est jamais inutile. Si le traitement dépasse les 1000 occurrences, eh bien nous choisissons de mettre fin au traitement car cette base de données ne propose que quelques centaines de lignes et ne dépasse pas les 1000 lignes. Donc, comme je vous le disais, à l'issue de cette boucle, nous sommes censés avoir réceptionné le bon indice de ligne. Nous devons commencer à alimenter la commande. Nous l'avions évoqué dans les volets précédents, la ligne 11 propose déjà les formats et la structure. Pour toutes les lignes à suivre, ces attributs doivent être répliqués. D'ailleurs, une macro
utilisant le pinceau pour reproduire la mise en forme, livre une bonne portion du code VBA, c'est personnellement ce que j'ai fait, et vous verrez qu'il y a un petit fichier texte à la racine du dossier de décompression qui permet de réceptionner ces bouts d'instructions. Donc après le loop, c'est-à-dire le traitement de la boucle, et toujours avant le NDIF dans l'instruction conditionnelle qui permet d'initialiser ce traitement, eh bien nous allons effectivement enclencher les instructions permettant tout d'abord de répliquer ces attributs de format de la ligne 11 sur les suivantes. Pour cela, nous devons savoir déjà si la ligne en cours n'est pas la ligne 11, puisque à chaque clic sur le bouton plus comme, forcément nous allons passer sur la ligne suivante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que s'il ne s'agit pas de la ligne 11, avant d'inscrire les informations sur cette nouvelle ligne, nous devons, comme nous le disions, répliquer les attributs de format. Mais avant cela, et nous le verrons, nous allons supprimer une cellule intermédiaire que nous allons utiliser pour servir de leurre à notre procédure nettoyée que nous avions développée dans les formations précédentes, qui permet de purger la commande à chaque ouverture du classeur et donc de l'application. Elle est située en cellule J pour l'indice de ligne en cours qui a été précédemment incrémenté, et dans cette cellule figure un petit texte mais qui possède la même couleur que le fond, de manière à ce que la procédure nettoyée puisse constater qu'il y a bien contenu pour la supprimer, mais non visible pour l'utilisateur. En bref, si cette cellule porte une information, bien sûr, on le sait, nous devons donc la supprimer, et comme vous le savez, la propriété entire_row d'un objet range permet de désigner la ligne entière de cette cellule, et dès lors, sa méthode delete permet de la supprimer. Ensuite, nous devons répliquer ces attributs de format de cette première ligne de la commande. La plage concernée est la plage B11 à J11, donc nous pouvons en paramètre la spécifier de façon statique B11 de point J11. Nous sélectionnons cette plage de cellules, suite à quoi nous allons copier cette sélection grâce à l'objet VBA sélection. Cela signifie que nous mettons tous les attributs, notamment, en mémoire, et il va s'agir ensuite de répliquer ces attributs. Où ça? Sur la prochaine ligne de la commande à implémenter, repérée par l'indice de ligne public ligne. Donc nous allons tout simplement concaténer dans notre objet range des informations statiques et dynamiques. La plage de cellules commence bien à partir de la colonne B, oui. L'indice de ligne, quant à lui, est bien repéré par la variable publique ligne, nous le concaténons donc, et pour que cette plage soit conforme dans la syntaxe, nous reprenons la partie statique, les deux points pour dire d'une cellule à une autre, jusqu'à la colonne J. Pour la même ligne, nous fermons donc la double cote et nous concaténons de nouveau avec notre variable publique ligne, que nous sélectionnons, bien entendu, avant toute chose, afin de pouvoir reproduire ces attributs de format. Et comme je vous le disais, à la racine du dossier de décompression, il y a un petit fichier texte dans lequel il y a ce bout de code qui est fourni par une macro VBA Excel construite donc automatiquement. Il suffit de s'enregistrer en faisant les manipulations, qui permet de copier, comme vous le constatez, tous les attributs de format, comme par exemple le style gras, les tailles de police, les couleurs, mais aussi la fusion des cellules. Cette méthode est particulièrement intéressante, cette propriété, autant pour moi, que nous affectons à false pour abandonner cette action une fois que nous avons répliqué les attributs de format, afin d'indiquer à Excel que nous n'avons plus besoin de les reproduire et donc que la cellule ne scintille plus, ce qui est en général assez désagréable. Enfin, une fois que nous avons effectivement reproduit ces attributs, il s'agit de supprimer la ligne du total hors taxe de la commande située à l'indice ligne plus 1, car nous allons devoir la reconstruire, mais encore une fois, une ligne plus bas, puisque nous ajoutons un nouvel article à la commande. Et c'est pourquoi, nous allons, pourquoi pas, prélever un bout de code existant, mais nous allons simplement adapter son indice de ligne pour le total hors taxe qui se situe, comme nous le disions, à l'indice de ligne, ligne plus 1. Dans le cas contraire, car je vous rappelle que nous sommes dans une instruction conditionnelle, dans le cas où la ligne n'est pas différente de 11, donc en d'autres termes qu'il s'agit bien de la première ligne de la commande, nous savons que nous débutons l'implémentation de la commande, nous commençons donc par
réinitialiser le montant total hors taxe qui devrait être consolidé au fur et à mesure. Je vous rappelle que c'est une variable publique que nous venons, au début de cette formation, de déclarer. Donc, la boucle while précédente nous a fourni l'indice de ligne à partir duquel prélever les informations depuis la base de données de la feuille catalogue. Nous pouvons donc l'exploiter pour restituer ces données sur la ligne en cours de la commande. C'est pourquoi, à la suite du code VBA, mais toujours avant le NDIF de la première instruction conditionnelle, eh bien, nous poursuivons afin de pouvoir commencer l'implémentation. Nous allons commencer tout simplement par réceptionner la référence de l'article que nous devons inscrire en colonne B de notre feuille facture, donc pour la commande et pour l'indice de ligne en cours, qui dépend du nombre d'articles achetés, repéré par la variable publique ligne, je vous le rappelle, point value pour accéder à son contenu que nous allons affecter. Affecter à quoi? Eh bien, tout simplement à la référence désignée depuis la liste déroulante des codes articles. Ensuite, eh bien, nous allons rapatrier les autres informations, en commençant donc par la désignation en colonne C, mais une fois encore que nous concaténons avec la variable ligne pour pointer sur la ligne en cours d'implémentation de la facture, point value pour accéder à son contenu que nous affectons tout simplement aux données de la désignation issue de la feuille catalogue. L'erreur, comme d'habitude, est volontaire de ma part, car je quitte une instruction qui n'est pas encore terminée afin d'aller prélever une information déjà existante, pour la syntaxe en tout cas. Sur la feuille catalogue, nous pointons bien sûr l'indice de ligne qui a été repéré par notre boucle while, mais cette fois-ci nous ne réceptionnons pas la référence, mais la désignation qui est située en colonne 3. Ensuite, pour les calculs, le calcul du prix hors taxe de l'article acheté, qui est fonction de sa quantité, nous allons mémoriser ces informations numériques dans les variables que nous avions déclarées à cet effet. Le prix est situé, quant à lui, en colonne 4 de la feuille facture. Nous adaptons simplement l'indice de colonne. La quantité, quant à elle, vous le savez, elle est indiquée et saisie par l'opérateur, donc indiquée en cellule I7 de la feuille active. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de préfixer notre instruction du nom de cette feuille, point value, cela va de soi, pour accéder à son contenu et donc stocker dans la variable la quantité achetée pour cet article. Dès lors, nous pouvons poursuivre. Il s'agit ensuite de renseigner les différents éléments situés en colonne H, I et J. Je vous rappelle que la colonne C fait référence à une cellule fusionnée sur plusieurs colonnes. Il s'agit, dans un premier temps, de renseigner le prix, et puis la quantité, et enfin le total hors taxe de l'article. Donc, et pourquoi pas récupérer une fois encore des instructions existantes. Nous avons 3 inscriptions à réaliser. La première intervient en colonne H, la deuxième intervient dans l'ordre en colonne I, la suivante intervient, fort logiquement, en colonne J pour les 3, pour l'indice de ligne en cours dans la commande. En colonne H, nous devons retranscrire le prix unitaire de l'article, donc mémorisé sous le nom de variable PUHT. En colonne suivante, nous devons indiquer la quantité achetée pour l'article, cela va de soi, donc mémorisé dans la variable quantité. Et enfin, dans la dernière colonne, c'est-à-dire en colonne J, le total hors taxe pour l'article, qui consiste en une multiplication des 2 valeurs précédentes, soit PUHT multiplié par la quantité. Nous devons, bien sûr, à chaque ajout d'article, réindexer la valeur du total hors taxe de la commande, qui est une information précieuse, je vous le rappelle, dans notre variable THT, c'est-à-dire l'ancien montant jusqu'alors, auquel nous ajoutons effectivement cette donnée du total hors taxe pour l'article, c'est-à-dire le prix unitaire multiplié par la quantité. Et puis je vous conseille bien sûr d'enregistrer régulièrement ces fragments de code puisque nous évoluons. Maintenant, nous devons construire la ligne du total hors taxe puisque nous venons mémoriser cette information, et cette construction doit intervenir 2 lignes plus bas et seulement sur les 2 dernières colonnes pour le titre et pour le total. Nous ne devons pas oublier la ligne de l'heure, nous en avons parlé tout à l'heure,
Et des formats spécifiques sont à appliquer grâce aux propriétés des objets de type range. Donc, à la suite du code et toujours avant le endif de notre instruction, qui valide le début du traitement, eh bien, nous allons effectivement réaliser ces affectations. Je vais récupérer, comme à chaque fois, un bout d'instruction existant, en commençant donc par la colonne I, pour le total hors taxe, et en l'occurrence le titre, et comme nous le disions, 2 lignes plus bas, donc à l'indice de ligne plus 2 par rapport au nouvel article ajouté, le titre de la cellule, THT. Et puis, sur la colonne qui suit, le montant correspondant, puisque là il s'agissait d'un titre, donc pour la colonne J et bien pour le même indice de ligne, THT aussi, mais cette fois-ci pas entre double cotes, puisqu'il s'agit de la variable et donc du montant numérique. Pour la ligne qui est située juste au-dessus, nous l'avons dit et nous le répétons, il s'agit de la ligne de l'heure dans laquelle nous allons inscrire une information textuelle, mais dans une couleur qui sera identique à celle du fond pour qu'elle ne soit pas visible, mais que notre procédure nettoyée la prenne en considération afin de pouvoir purger correctement notre commande à chaque ouverture de l'application. Donc, nous inscrivons une information textuelle, elle n'est pas vide, elle sera donc traitée, et puis dans la foulée, à cette cellule, donc située à l'indice de ligne plus 1, grâce à sa propriété font, nous accédons à ses propriétés de texte, et comme vous le savez, eh bien, nous pouvons exploiter la propriété dérivée colorIndex pour lui attribuer une couleur de texte blanche sur un fond blanc, donc on ne la verra pas. Ensuite, eh bien, il s'agit de formater les informations de notre total hors taxe, le titre avec le montant numérique, c'est la plage complète, c'est-à-dire sur deux cellules pour les lignes situées à l'indice ligne plus 2, qui doivent être formatées. Donc on part bien de la cellule située en colonne I pour l'indice de ligne plus 2, que nous concaténons donc avec la partie statique, les 2 points pour bien faire référence à une plage, à l'indice J, que nous concaténons lui-même à l'indice de ligne en cours, soit ligne plus 2. Ainsi, eh bien, nous désignons bien la ligne complète du total hors taxe. Il ne s'agit pas d'affecter sa propriété value, puisque nous l'avons déjà rempli, mais ses attributs de police dans un premier temps, font, bold, propriété dérivée, pour pouvoir affecter cette propriété à true afin de la mettre en gras. Ensuite, eh bien, nous souhaitons, puisqu'il s'agit d'une donnée numérique, l'aligner à droite, et comme vous le savez, eh bien, un objet de type range propose une propriété qui s'appelle horizontal alignement, proposée d'ailleurs par défaut par IntelliSense, et comme l'enseigne l'aide en ligne, eh bien un des attributs se nomme XLRight, il parle de lui-même, alignement dans la cellule, mais à droite. Nous poursuivons donc, je continue de coller ces fragments de code, nous souhaiterions par la même occasion lui attribuer des spécificités de bordure grâce à sa propriété border, ce qui par défaut désigne l'ensemble des bordures, c'est-à-dire les 4, le cadre de la case. Nous allons simplement modifier sa propriété dérivée lineStyle. À partir du moment où nous définissons cet attribut, eh bien la cellule sera encadrée. De quelle façon? Ça peut être en pointillé, en trait continu, et c'est pourquoi, comme l'enseigne encore une fois l'aide en ligne, l'une des valeurs suggérées est XL continuous pour une bordure en trait continu. Enfin, il est important cette fois-ci de pointer seulement sur la cellule située en colonne J, c'est-à-dire celle du montant numérique, du total hors taxe, pour la formater en euros, en tout cas pour lui attribuer un format, le format monétaire en vigueur, et pour cela, nous allons utiliser cette fois la propriété style d'un objet de type range, et que nous allons affecter une valeur qui est currency, tout simplement pour le système monétaire en vigueur. Alors, je m'aperçois ici que j'ai une petite erreur, effectivement, il me manque un guillemet du fait du copier-coller, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ma syntaxe n'était pas parachevée. Donc nous sommes censés, à ce stade, avoir réalisé, effectivement, les attributs de mise en forme de ces lignes de synthèse. Pour parachever la construction de la commande et pour plus de clarté, nous souhaitons alterner la couleur de fond une ligne sur deux. C'est la raison pour laquelle nous avions déclaré la variable publique
couleur. D'ailleurs, nous pouvons y revenir pour le constater. Et cette variable publique couleur doit être initialisée à false à l'ouverture du classeur. Mais nous y reviendrons. C'est cette valeur qui va indiquer que la ligne ne doit pas posséder d'attribut particulier. À la suite du code VBA, donc, et toujours avant le NDIF qui enclenche le traitement, eh bien nous allons nous soucier de cette alternance de couleurs grâce à la donnée contenue dans notre variable booléenne publique couleur. Est-ce que, au moment de l'inscription de ce nouvel article, sa valeur est true? Nous allons d'abord prévoir les bornes de notre instruction conditionnelle, puisque pour l'alternance, il faut nécessairement une branche else. Dans le cas où elle vaut true, eh bien nous choisissons, effectivement, elle porte bien sa valeur, d'attribuer des spécificités de format. Il s'agit donc de pointer sur la ligne en cours, donc je vais prélever une fois encore un bout d'instruction et adapter les indices. Donc, la ligne en cours débute en colonne B. Pour l'indice de ligne repérée, nous ne sommes plus à ligne plus 2, mais bien à ligne, jusqu'à la colonne J, pour l'indice de ligne en cours repéré par notre variable publique, ligne. À ce moment-là, eh bien nous allons accéder à ces propriétés de remplissage grâce à sa propriété donc interior, et comme vous le savez, propriété dérivée, color index, une fois encore, que nous allons affecter à la valeur 15. Je vous invite à consulter la table des couleurs color index proposée par VBA pour pouvoir repérer les indices qui vous plairont. Et dans le même temps, donc, nous allons modifier la couleur de police pour la trancher, car en l'occurrence, nous sommes en train de lui affecter ici un remplissage assez foncé, donc pour faire ressortir notre texte, eh bien inversement, nous allons lui affecter une couleur claire. Il s'agit bien sûr de notre propriété font, color index, et puis nous le réglons à la valeur 2 cette fois. Puisque ces réglages sont faits, eh bien nous devons basculer notre valeur booléenne. Pourquoi? Eh bien parce que pour le prochain article, du coup, si couleur vaut false, nécessairement ces mêmes couleurs ne seront pas appliquées, et donc nous allons conserver les attributs répliqués par défaut depuis la ligne 11, souvenez-vous, grâce au bout d'instruction que nous avions collé, issu de la macro. Dans le cas contraire, eh bien, si couleur vaut false, bien sûr, nous n'appliquons aucune mise en forme particulière, mais pour le prochain passage, nous basculons notre variable publique couleur à true pour indiquer au code VBA eh bien que lorsque le prochain article sera effectivement ajouté, il s'agira bien sûr de lui attribuer ses attributs, ses propriétés de couleurs différentes pour alterner cette mise en forme. Enfin, eh bien, je vous propose, puisque à chaque article ajouté, nous défilons l'affichage de notre commande, de bien resélectionner la ligne en cours, c'est pas nécessaire, mais bon, pourquoi pas. Donc nous nous replaçons par exemple sur la référence, en colonne B pour l'indice de ligne, grâce à sa méthode select, qui porte bien son nom, pour la sélectionner, et nous n'oublions pas, bien entendu, à chaque fois qu'un article est ajouté, de réajuster notre variable publique ligne pour que la prochaine insertion se passe sur la ligne suivante. On est bien d'accord, donc. Nous allons ajouter enfin une branche else à notre première instruction conditionnelle pour indiquer à l'utilisateur s'il ne se passe rien au clic sur le bouton, c'est qu'il a oublié de renseigner soit l'identifiant, soit le code article, soit la quantité. Donc voilà, ça ne mange pas de pain, c'est toujours utile pour l'opérateur. La fonction VBA MSGBox, je vous laisserai saisir un message un peu plus explicite. Il faut un identifiant, une référence et une quantité. Voilà. Donc ainsi, l'opérateur, l'utilisateur, saura quelle est l'anomalie à corriger pour pouvoir enfin procéder. Comme nous le disions précédemment, nous devons initialiser cette variable couleur, car jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas encore été affectée. C'est pourquoi je vous propose de revenir tout en haut de la feuille de code, et plus précisément entre les bornes de la procédure remplir, celle des listes déroulantes qui est appelée à l'ouverture du classeur, par l'événement open sur l'objet
this workbook. Nous avions parfaitement initialisé la variable ligne pour nous positionner sur la première ligne de la commande, juste en dessous. Eh bien, nous allons lui indiquer que par défaut, cette variable publique, booléenne, couleur, vaut false. Cela veut dire que pour l'alternance de couleurs, nous commençons par une ligne blanche, sans attribut spécifique, et puis ensuite, eh bien, elle va basculer à trou, donc nous allons lui en appliquer. Je vous propose d'enregistrer ces modifications, de basculer sur la feuille facture, dans le ruban développeur, de cliquer sur le bouton bascule mode création pour désactiver la conception. Et puis nous allons, c'est important, enregistrer bien sûr les modifications du classeur si vous ne l'aviez pas faites, le fermer pour le rouvrir, car entre-temps, eh bien, notre classeur n'a plus la mémoire des variables publiques qui ont été initialisées lors de la première ouverture du fait de toutes ces manipulations que nous avons réalisées. C'est pourquoi nous faisons un test en bonne et due forme. Donc, le classeur étant ouvert, nous pouvons désigner un client. Ensuite, nous allons choisir une référence article, comme par exemple celle-ci arbitrairement, et puis nous allons taper une quantité achetée et nous cliquons sur le bouton plus comme. Et vous voyez que l'article est parfaitement inséré sur la première ligne de la commande. Le total hors taxe est bien restitué. Pour l'instant, il correspond au prix hors taxe de l'article acheté. Donc, eh bien, nous allons poursuivre. Je vous propose d'ajouter un autre article, une autre référence. Cette fois-ci, nous en achetons une seule unité. Nous cliquons sur le bouton plus comme et vous remarquez en effet que notre article vient bien se greffer à la suite avec cette alternance de couleurs. Je note un petit défaut ici qui n'est pas bien grave. Notre cellule de l'heure est bien présente. C'est sa couleur de police qui est mal calée, qu'il va s'agir tout simplement de réaffecter pour qu'elle soit bien présente, mais qu'elle ne soit pas visible, cela va de soi. Et puis, si nous poursuivons pour faire un test en bonne et due forme, avec une nouvelle référence, par exemple 3 quantités achetées, inférieures au stock, vous constatez que l'insertion se produit bien à la suite, que notre total hors taxe est parfaitement consolidé, mais qu'il est bien repoussé à chaque fois 2 lignes plus bas, que l'alternance de couleurs s'exécute exactement telle que nous l'avons codé, et une fois encore, si nous ajoutons un nouvel article, nous devrions cette fois-ci être sur un fond, et c'est bien le cas, gris, avec un texte clair. Voilà donc pour ces démonstrations qui consistent à implémenter la commande du client. Dans une prochaine étape, nous allons voir comment il est possible à la volée de retirer un article qui aurait été inséré par erreur afin de ne pas devoir tout recommencer. Si ces démonstrations vous ont plu, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.